Bonjour, merci de votre présence. Euh, Quand on fait votre métier, économiste de la construction ou plus largement dans la filière du BTP, on aime directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, le patrimoine. Ici, on a quelqu'un, puisque le sujet du jour c'est le numérique et l'intelligence artificielle, qui aime le patrimoine et qui le protège grâce au numérique. On parlera aussi éventuellement d'intelligence artificielle, mais en tout cas grâce au numérique, au digital, il protège le patrimoine. Et puisqu'il numérise, Yves Hubelmann, qui dirige et qui a créé il y a 6 ans Iconem, numérise en 3D des sites et des monuments, des chefs-d'œuvre en péril. Donc il va nous raconter l'histoire. Yves Hubelmann, vous avez créé Iconem en 2013. Merci de votre présence. Merci déjà de l'invitation. Je suis content d'être là. Je viens d'arriver, là, je viens de débarquer du train. Oui, donc. Quelle était votre motivation déjà? Parce que 6 ans, c'est long quand c'est une start-up, c'est bien, mais c'est tout récent. C'est récent en même temps. Mon engagement dans ce domaine date d'il y a beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, donc moi, je suis architecte de formation. En parallèle de mes études d'architecture, j'ai beaucoup travaillé avec des archéologues. Et après mon diplôme, en fait, j'ai travaillé énormément en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et dans ces pays-là, quand on travaille au quotidien sur le patrimoine, on s'aperçoit d'une chose, c'est la rapidité de la disparition des vestiges. Hein. Alors, il y a plein de facteurs. Hein. Il y a des facteurs dus à la guerre, par exemple pour l'Afghanistan ou la Syrie. Effectivement, il y a simplement des facteurs aussi de la croissance de population, par exemple l'étalement des villes, qui recouvrent effectivement en silence des sites entiers. Et le fait d'avoir travaillé dans ces régions-là, le fait d'y retourner d'année en année, j'ai eu cette prise de conscience très forte dans les années 2006-2010, grosso modo. Et c'est ça qui m'a donné envie de développer une technologie qui permet de au moins conserver la mémoire et l'image des sites qu'on peut difficilement sauvegarder physiquement. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour sauver un site qui est dans une région éloignée, dans le nord de l'Afghanistan par exemple, pour le conserver physiquement, on n'a pas beaucoup de solutions, parce que malheureusement, ce sont des régions qui sont difficilement contrôlables et difficilement contrôlées. Donc le seul moyen de garder la mémoire de ces sites, c'est de les enregistrer sur un autre support, hein, sur le support numérique. Un petit peu comme les moines copistes du Moyen-Âge, copier effectivement les textes des antiquités grecques. C'est des doubles numériques. Exactement, exactement. C'est des doubles numériques qui ont d'abord vocation à créer une mémoire universelle en fait de notre histoire. D'abord à l'usage effectivement des spécialistes, des archéologues, mais beaucoup plus largement, on le verra peut-être après dans ma présentation, à l'usage du grand public. Parce que ce support numérique peut aussi s'adresser à une médiation beaucoup plus large. Bien sûr, il peut déjà aussi alerter le grand public. Vous dites les facteurs, c'est des facteurs, c'est souvent la main de l'homme qui crée, mais ici on a des gens qui créent dans la filière du BTP, mais là qui décréent, qui déconstruisent volontairement ou involontairement. Ça peut être des facteurs de migration, de guerre climatique, de négligence, de politique publique aussi. De négligence, alors effectivement... nous, en France, on a quand même la chance d'avoir un arsenal législatif assez complet, alors qui n'est jamais parfait, mais déjà assez complet au regard effectivement de la préservation du patrimoine, de l'archéologie préventive. Malheureusement, il y a beaucoup de pays du Proche-Orient qui n'ont pas ces outils juridiques. Hein. Donc, en fait, effectivement, quand un entrepreneur va construire une route, si on tombe effectivement sur un site, personne ne va être alerté et donc le site va être détruit par la route. C'est aussi simple que ça. Nous, ça nous est arrivé, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en travaillant sur le terrain de croiser des pelleteuses, notamment, je me souviens, en Afghanistan, en train de détruire une tour effectivement de l'époque achéménide, tout simplement par ignorance. Hein. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est plus de l'ignorance et le fait que derrière, on n'a pas les lois nécessaires pour les protéger. J'ai été témoin aussi il y a les facteurs climatiques, effectivement, qui sont importants. C'est-à-dire qu'on est aussi dans des régions où il y a assez peu d'infrastructures pour réguler, par exemple,
les inondations. Donc, en quelques heures, en fait, une rivière peut effectivement monter. On a été pendant plusieurs heures, quasiment une journée, en fait, coincé dans une montagne parce qu'une rivière avait recouvert en fait le pont qui nous avait permis d'accéder dans cette montagne. C'est dans le nord de l'Afghanistan. Et on a vu en direct, en fait, la destruction d'une mosquée par cette rivière. Donc on a vu la coupole en fait s'effondrer, une mosquée du 15e, 16e siècle. La coupole s'effondrer dans l'eau. Donc en fait, là encore, nous, dans nos pays, on a les systèmes de régulation, de barrages, etc. Ce n'est pas le cas là-bas. Et donc les destructions sont effectivement plus violentes. Mais bon, après, les actualités récentes nous ont montré qu'aussi, dans nos pays, les sites de patrimoine, y compris les plus prestigieux, sont aussi menacés par des accidents, effectivement, comme des incendies. Et aussi par un ensemble de négligences, quand même, aussi de non-prévention, à titre préventif. Exactement. Comment ça se passe concrètement ? Vous êtes sollicité par des clients, mais est-ce que, comme vous avez l'air passionné, parfois vous avez tendance à vouloir même numériser en vous disant mais c'est tellement beau, un esprit un peu de collectionneur, je veux numériser. Et comment, de toute façon, concrètement, vous vous y prenez, que ce soit une commande d'un client, collectivité, État, association, fondation et autres, ou entreprise, ou que ce soit à votre initiative, comment vous vous y prenez très concrètement pour numériser en 3D un site ou un monument ? Alors, au début, on a beaucoup pour démontrer en fait l'utilité de ce travail. On a beaucoup travaillé par nous-mêmes en fait sur fonds propres, c'est-à-dire on a fait un travail sur une trentaine de sites en Syrie sans trouver de financement. En fait. C'est un travail, une démarche d'éditeur. Un petit peu, voilà, exactement. Donc, à l'époque, en fait, comment ça s'est passé ? Donc, moi, j'avais créé la société, enfin, cofondé la société en 2013, en ayant justement ces résultats techniques qui fonctionnaient bien. Donc, en fait, des investisseurs ont voulu nous suivre parce que la technique qu'on avait développée était vraiment, disons, pertinente et répondait aussi à d'autres problématiques industrielles. Donc, on a réussi à avoir des investisseurs et sur ces investissements, on a réussi à négocier qu'une part puisse servir à faire des relevés d'urgence. À l'époque, c'est donc en 2013, il n'y a pas si longtemps que ça. La plupart du temps, ça ne parlait pas vraiment aux gens, en fait, les relevés d'urgence. Maintenant, les mentalités ont changé. Changent petit à petit. Mais à l'époque, quand on a effectivement essayé d'alerter tout le monde pour qu'on puisse aller en Syrie pour faire des relevés de sites en péril, personne n'a vraiment réagi. Donc on a utilisé ces fonds qui étaient nos fonds propres pour faire ce travail. Et après, c'était à Alep, c'est ça ? À Alep, à Palmyre, au Crac des Chevaliers, à Damas, sur une trentaine de sites en Syrie. Et on montrera quelques images ensuite. Et ce qui s'est passé après, effectivement, quand les grandes organisations internationales, les gouvernements ont vu le résultat de notre travail, et notamment l'UNESCO, ils nous ont demandé du coup de répliquer ce travail dans d'autres contextes. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des contrats qui correspondaient bien à, disons, nous, notre positionnement, c'est-à-dire la sauvegarde de la mémoire des sites menacés, mais des contrats beaucoup plus officiels auprès de l'UNESCO, auprès du ministère de la Culture, auprès des Nations Unies, par exemple, en fait. Mais il a fallu pour nous passer cette étape un peu de démonstration, en fait, un petit peu de, j'aime pas beaucoup ce mot, mais d'évangélisation, de lobbying, voilà, pour convaincre effectivement des décideurs, politiques ou des grands responsables d'organisations internationales de pousser ces actions. Là, on est en 2019, 6 ans après la fondation de la société. On a déjà plusieurs sites dans nos collections numériques qui aujourd'hui n'existent plus. En 6 ans. Donc en fait, on s'imagine effectivement que cette collection numérique qu'on essaye de construire, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, elle prendra forcément de la valeur parce que de plus en plus de sites auront disparu ou partiellement détruits. Et donc on essaye de penser aussi sur ce très long terme, parce que c'est sur ce très long terme que notre travail prend sens. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, on ressort aujourd'hui beaucoup d'archives qui ont été un peu oublié de photographes des années 1900, notamment je pense au fonds d'Albert Kahn. En fait, Albert Kahn, c'était un riche banquier
qui a décidé d'envoyer des photographes un petit peu partout dans le monde pour photographier la vie. Enfin, hein, c'était une espèce de mémoire du monde. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ce fonds qui a été oublié jusque dans les années 70, extrêmement précieux. Il est extrêmement précieux parce qu'il nous permet de voir des sites, des pratiques aussi, des coutumes qui ont complètement disparu. On peut voir quelques images. Oui, alors un petit portfolio d'images de sites, de monuments, d'édifices sur lesquels vous intervenez. Donc je peux vous présenter quelques projets pour vous montrer très concrètement quelle est notre action, comment ça se passe sur le terrain, hein, et quelles sont les données qu'on produit et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. Et je vais commencer par un site qui a été vraiment un peu le site fondateur du projet Iconem, hein, qui est en Afghanistan. On est au sud de Kaboul, dans une région qui n'est pas très facile, la région du Logar, où il y a encore des villages talibans. Et ce qui s'est passé, c'est que les archéologues ont découvert des dizaines de monastères bouddhiques, vieux de 1500 ans, à une époque où les royaumes bouddhistes géraient ce territoire. Et sous ces monastères, on a un des plus grands dépôts de cuivre du monde. Donc en fait, la montagne va être complètement exploitée, elle va disparaître. Hein, et on a découvert dans ces monastères un nombre important de sculptures. Alors je vais essayer de passer la seconde slide. Ça, c'est une démarche. Vous avez été vers une responsabilité de collectivité en Afghanistan, vous avez proposé vos services sur la base de numérisation 3D que vous aviez fait pour... Exactement. Alors en fait, à l'époque, on ne connaissait pas ces techniques, c'était très expérimental, donc on a proposé au gouvernement afghan. Donc voilà, ça c'est le type de sculptures en fait, qu'on retrouve sur place. On en avait des centaines, des sculptures comme ça, c'est de la terre, on ne peut pas les déplacer. Donc l'exploitation de la mine allait faire disparaître complètement ce patrimoine. Donc l'idée, ça a été de créer une collection numérique, alors une collection digitale de ce site, à différentes échelles. Alors là, on voit le type d'outils qu'on a utilisés. Donc c'est des drones à multirotor, c'est des drones à voilure fixe, c'est aussi des appareils photo robotisés. Donc on va sur le terrain, on prend des centaines de milliers d'images et après on a des algorithmes assez complexes qui nous permettent de reconstruire en fait un modèle 3D à partir de ces images. Les algorithmes, vous faites de la programmation ? Alors voilà, en fait, on travaillait donc à l'époque avec un laboratoire de l'INRIA. Ça vous donne un peu une idée des modèles 3D en fait qu'on crée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles 3D sont à la fois de zones qui font plusieurs kilomètres carrés, donc vraiment à l'échelle du paysage, hein, mais également jusqu'au millimètre du détail en fait. Hein. Donc on produit avec ces centaines de milliers d'images en fait des milliards de points. Qui reproduisent effectivement un environnement dans toute sa complexité. Et aujourd'hui, alors ce qu'on aimerait voir, donc ça c'est le modèle 3D dans lequel, enfin, faut imaginer qu'on peut zoomer indéfiniment dans ce modèle. Et là, dans la vidéo, on arrive juste à aller jusqu'au détail d'un petit squelette en fait. Et ça, c'est une base de données. Donc, on fonctionne aujourd'hui en base de données. Donc composé de milliards de points dans lequel les archéologues travaillent, viennent voir en fait les détails des fouilles archéologiques. Et aujourd'hui, le site n'est plus accessible. Hein. Il y a eu effectivement des gros problèmes de sécurité. Donc on a toute une communauté d'archéologues qui travaillent donc à distance pour étudier ce site sur ce fond numérique. Du coup, ce qui est intéressant, effectivement, c'est l'objet, la matière numérique devient un pont en fait entre un territoire qui n'est plus accessible et une communauté scientifique en fait qui ne peut plus accéder. Donc vous pouvez travailler pour des gouvernements, des ministères, voilà, des collectivités, des fondations, des associations, des entreprises. Au-delà de la numérisation, la modélisation, ça garde une copie, l'image est assez belle. Ça peut être forcément réexploité dans une logique de rénovation, au-delà de la mémoire, au-delà de la dimension mémorielle, dans une logique de réexploitation. Et il y a de rénovation, il y a des
projets qui ont été rénovés grâce à votre contribution? Oui, alors il y a des études. Alors là, juste aussi pour montrer la capacité. Voilà, on est toujours sur ce même site de Messeinach, et en fait, l'intérêt, c'est qu'on revient régulièrement, et donc on peut suivre de manière assez précise en fait l'évolution d'un chantier. Alors l'évolution ici, c'est un chantier d'archéologie, mais on peut suivre aussi un chantier de restauration, comme on l'a fait au Cambodge, et ça va nous donner plein d'indications en fait sur l'organisation même du chantier, et ça peut nous donner énormément d'éléments quantitatifs. Alors là, pour les archéologues, par exemple, ça va être le volume de terre qui a été déplacé, qui a été fouillé de telle période à telle période. Ça va aussi nous révéler les différentes stratifications, les différentes couches en fait des sites que l'on étudie. Donc ça sert d'outil de travail pour plein d'intervenants, une chaîne d'experts. Exactement. Alors si on part plus sur la question de la restauration, là, c'est Palmyre. Alors voilà, ça c'est Palmyre en fait. Donc on a accompagné en fait la toute première délégation d'archéologues et d'architectes qui est revenue sur le site de Palmyre après sa destruction. Et l'idée, c'était de numériser en fait l'intégralité du site, y compris le musée que vous voyez là, qui a été complètement saccagé en fait. Donc c'est également, ça concerne également les conservateurs. Donc en fait, vous aviez toutes les pièces là du musée qui étaient par terre, qui avaient été détruites, et qu'on a scannées justement en faisant toujours des milliers d'images. Là, les pièces qui étaient encore pendantes sur le mur avaient été détruites au niveau du visage. Les morceaux de visage avaient été retrouvés au sol. Et on a décidé, avant de bouger les pièces, en fait, d'en faire un modèle 3D très précis. Voilà, ça c'est le modèle 3D où on voit effectivement les salles avec toutes les collections détruites sur le sol. Alors, ce qui est intéressant dans ce document, c'est un document d'un état éphémère en fait et d'un état de destruction qui permet de comprendre comment le musée a été détruit et qui permet en fait, c'est un document historique qui est assez important. Sachant que quelques jours plus tard, toutes les pièces avaient été ramenées à Damas, dans les réserves du musée national, et du coup on avait perdu en fait cette image du lieu. Donc l'idée, c'est aussi de documenter le monde contemporain. C'est un petit peu comme de l'archéologie contemporaine, en fait, grosso modo. Et après, donc, on a scanné aussi beaucoup de monuments. Alors ça, c'est les tombes qui ont été détruites, y compris des tombes souterraines, en fait, qui ont été, elles n'ont pas été détruites parce qu'elles étaient occupées par les soldats de l'État islamique. Mais par contre, effectivement, les fresques romaines avaient été effacées, parce qu'ils veulent justement détruire toute représentation de l'homme. Donc on a documenté en 3D tous ces éléments-là. Et sur un plan, alors là on va aller sur un plan plus de la construction, là c'est le temple de Bel, où on a effectivement tous les détails, donc tous les blocs du temple de Bel, en le scannant, qu'on a pu analyser et qualifier selon le degré de destruction de chacun des blocs. En fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'imaginer, de préparer cette anastylose dans le futur. Donc les architectes vont remonter le temple en utilisant les blocs restants, et on a pu essayer de voir effectivement le pourcentage de blocs qui étaient encore réutilisables et ceux qui avaient été complètement détruits. Donc c'est le même temple, le temple de Bel. Donc là on est arrivé trop tard sur le terrain, le temple était détruit. Par contre, en utilisant ces images d'archives, on a pu recomposer le temple en 3 dimensions en utilisant uniquement des images anciennes, des images d'archives. Et après, on peut superposer en fait ce modèle 3D donc du temple tel qu'il était avant sa destruction au modèle. Donc là encore, on a. Et vous travaillez en équipe après, en équipe projet avec les architectes. Voilà. Que vous êtes, avec les archéologues. C'est pas taylorisé, c'est pas séquencé, c'est en groupe pilote, j'imagine. En fait, donc l'idée, c'est que le modèle 3D devient un modèle collaboratif pour différents métiers. Alors, on a les archéologues qui vont étudier effectivement les détails de la pierre, de la topographie, pour essayer de mieux comprendre effectivement le bâtiment lui-même. Il y a les architectes, en utilisant les mêmes données, et vont essayer de voir comment ils vont reconstruire, restituer un édifice ou le restaurer.
Et éventuellement aussi, ça c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus souvent avec les équipes de l'UNESCO par exemple. On essaye d'évaluer en fait la vitesse de dégradation d'un monument, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que le modèle 3D, il nous permet de repositionner tout type de documents, y compris des documents anciens. Donc ça nous permet de voir effectivement comment un monument évolue à travers le temps. En utilisant des photos des années 30, des années 50, des années 70, on arrive à aligner en fait toutes ces images et voir exactement en animation quasiment en fait sur une élévation par exemple la dégradation du parement. Donc ça va donner une information très importante aux architectes qui vont pouvoir effectivement voir s'il y a accélération ou stabilisation dans les effets du temps sur la matière, quoi, grosso modo. Hein. Là, c'était plus un problème assez complexe d'anastylose. Alors là encore, sur l'Arche. Alors, on est toujours à Palmyre. On a fait une base de données. Donc, ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est le site tel qu'il est aujourd'hui. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'Arche tel qu'il a été détruit par l'État islamique. Et tous les blocs donc, qui sont au sol, en fait, étaient avant positionnés sur l'Arche. Donc, on a pu faire une base de données là, que vous voyez sur le côté, où on a effectivement remodélisé grâce à la photogrammétrie en fait, tous les blocs. Et grâce au dimensionnement de chaque bloc, en fait, on a pu repositionner, en utilisant justement l'intelligence artificielle, on a pu repositionner les blocs dans leur position d'origine. Et ça c'est intéressant parce que là, bon, on a un petit édifice, on a déjà 400 blocs. Donc on imagine effectivement des édifices plus grands avec plusieurs milliers de blocs, voire plusieurs dizaines de milliers de blocs, comme c'est le cas par exemple à Angkor au Cambodge. Hein. On a du coup effectivement des vraies problématiques de gestion pour l'anastylose, et ça effectivement c'est une approche informatisée qui permet vraiment d'accélérer le travail en amont en fait, hein, pour l'identification de chaque L'anastylose, ça relève de votre technologie ? Alors, bon, l'anastylose, c'est vieux, ça date vraiment du 19e, enfin, ça a été beaucoup utilisé au 19e siècle. Hein, voilà, c'est l'idée de reconstruire à partir des blocs à terre, en fait, un édifice ancien. Donc, les architectes pratiquent l'anastylose, et d'ailleurs, la plupart des sites archéologiques romains qu'on voit, ce sont des produits d'une anastylose qui a été faite au 19e siècle ou au 20e siècle. Hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt une anastylose numérique, hein, qui va permettre d'aider l'anastylose physique. Donc c'est une méthode ancienne que vous exploitez dans votre techno, en fait. Exactement. Qui permet effectivement d'accélérer aujourd'hui le travail sur le terrain, par exemple. D'accord. Et votre techno, concrètement, quelle est-elle et comment vous vous différenciez du marché ? Parce que ce qui est clair, c'est que peut-être la techno, elle est partagée, mais vous, votre valeur ajoutée, c'est votre passion, votre prise de position sur ce territoire, même pas de façon business, de façon passionnée. Donc, quelle est votre techno et comment vous vous différenciez, sachant que sur la chaîne de valeur, vous vous différenciez déjà par votre démarche d'architecte et votre passion de ces sites et édifices et monuments ? Alors, il y a une différence, il y a un aspect technologique, effectivement, c'est que nous, alors c'est un peu par nature, en fait, on a beaucoup travaillé avec des laboratoires de recherche, et notamment l'INRIA. On a travaillé avec donc des algorithmes qui sont assez récents, hein, qui ont été inventés dans les années 2005-2007, qui permettent effectivement, à partir de milliers d'images, donc maintenant ces algorithmes sont de plus en plus utilisés, hein, c'est la photogrammétrie. À partir de milliers d'images, on peut reconstruire donc un modèle 3D grâce à du machine learning, en fait, grosso modo. Les machines vont détecter automatiquement des points sur les images, elles vont faire des comparaisons entre des couples d'images, et ces points, elles vont les projeter, grosso modo, dans l'espace, et c'est comme ça qu'on arrive à reconstituer ce qu'on appelle un nuage de points. Donc c'est plein de petits points qui sont en fait grosso modo, les pixels des images un petit peu projetés dans l'espace, quoi. Donc ça reconstitue à la fois la géométrie et aussi la couleur, en fait, des objets. Et ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est que plus on a des images de bonne qualité, plus on va avoir un modèle de bonne qualité. Donc en fait, ces techniques
ces techniques s'améliorent avec les techniques de photogrammétrie qui sont de photographie tout simplement, de photographie numérique. Et du coup, on peut maintenant, avec des appareils qui sont récents sur le marché, dépasser en fait des qualités qu'on avait avant avec le scanner laser, par exemple. Hein, donc, comme c'est une technique qui utilise un matériau, l'image numérique, un matériau assez commun, c'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle peut s'appliquer donc à très très haute résolution avec des caméras très haut de gamme, mais elles peuvent aussi s'appliquer avec des téléphones portables. Et par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui au Yémen, comme on ne peut pas aller sur place au Yémen, on travaille avec des archéologues là-bas qui prennent avec leurs moyens de capture, des petits appareils photo, des données qu'on va rassembler dans une grande base de données. Après, la technique qu'on a développée autour de ça, c'est plutôt la technique de traitement vraiment de big data, quoi, grosso modo. Nous, ce qu'on a réussi à faire, alors dans mon équipe, j'ai 5 ingénieurs, donc pour une équipe de 13 personnes, c'est beaucoup. Et ce qu'on développe, c'est une capacité à traiter des centaines de milliers d'images. Et ces centaines de milliers d'images nous permettent d'avoir des rendus hyper réalistes, hein, de très grande précision. Et donc c'est vraiment sur ce levier d'évolution en fait qu'on parie nous dans le futur, parce qu'on pense que ces techniques de photogrammétrie vont évoluer beaucoup plus vite que les techniques de scanner laser aujourd'hui, qui donnent aussi des nuages de points, hein, mais à partir d'un signal. Donc c'est pas à partir de l'imagerie, c'est à partir d'un signal en fait qui va mesurer une distance entre l'appareil et un obstacle. Donc ça, c'est l'aspect vraiment technique sur lequel on est toujours en contact vraiment quotidien avec des laboratoires de recherche pour améliorer, pour toujours traiter plus d'images et traiter d'images de plus grande qualité. En parallèle, effectivement, nous, on a depuis le début eu un positionnement sur le patrimoine, parce que c'est ça qui, moi, m'intéressait personnellement. On a eu l'occasion, en fait, d'aller dans des domaines beaucoup plus d'industrie qu'on n'a pas poussé, justement. On a plutôt refusé de travailler. À un moment, on a commencé à travailler pour la SNCF, pour Total, pour des grands groupes. Et bon, c'était moins intéressant. Enfin, ça faisait moins de sens par rapport à l'idée de départ, hein, l'idée de départ de l'entreprise qui était, qui m'a été vraiment, qui a été amenée par cette prise de conscience que j'ai eue personnellement sur le terrain. Le patrimoine de l'humanité. Exactement, en Syrie et en Irak. Donc, on a voulu continuer vraiment sur ce secteur, avec un niveau de technologie qui était quand même assez haut, parce qu'on avait beaucoup travaillé, on travaille toujours beaucoup avec les laboratoires de recherche, et c'est vrai que du coup on a un positionnement un petit peu unique dans le monde, parce qu'à la fois on travaille sur des terrains qui sont effectivement pas forcément les terrains les plus faciles, sur lesquels on a beaucoup de contacts, on a beaucoup d'accès, etc. D'une part, et d'autre part effectivement avec une technique qu'aujourd'hui très peu d'entreprises, même dans le domaine industriel, ont, parce que ça demande effectivement de faire beaucoup de développement en interne, quoi. Plus la fibre patrimoniale, plus la fibre patrimoniale, qui est votre passion et celle de votre équipe. Dans votre écosystème de partenaires, donc il y a l'INRIA, notamment pour les algorithmes. Exactement. Depuis le début. Exactement, depuis le début. C'est même avant l'entreprise, en fait, avant de créer l'entreprise. Moi, j'avais été recruté par l'INRIA. Donc même si je ne suis pas ingénieur de formation, je suis architecte, mais simplement pour adapter des algorithmes à justement la question du patrimoine. Et c'est sur ces premiers résultats en fait qu'on a constitué l'entreprise. On a travaillé en partenariat avec Microsoft Research aussi, qui est un laboratoire commun avec l'INRIA. Vous êtes même dans leur pub. Comme quoi, vous êtes un petit, d'un point de vue, le petit génie dans leurs pubs qui font à la télé avec des milliards de dollars d'investissement en achat d'espace publicitaire. On voit des images et la marque Iconem, comme quoi vous êtes un élément de valeur pour Exactement. Alors en fait, l'idée la problématique de Microsoft, hein, c'est de trouver effectivement des applications qui font sens dans l'intelligence artificielle. Nous, comme on a voulu rester toujours dans un cadre éthique très strict et sur cette question de la mémoire, effectivement, on offre un sujet éthique et intéressant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle est utilisée aussi à des fins qui sont, disons, moins éthiques, qui sont des fins de surveillance ou d'armement.
Hein. Et effectivement, Bien sûr. on va vers des outils qui vont avoir des pouvoirs quasiment illimités. Donc, il faut aussi aujourd'hui dessiner en fait un cadre éthique à l'usage de ces outils-là, quoi. Vous travaillez avec Parrot pour les drones? Oui, alors justement, donc Parrot, ça a été notre investisseur. Ouais. Notre investisseur, c'est même financier. voilà, exactement. Donc il est actionnaire aussi de l'entreprise. Alors notre idée, ça a été deux choses. Ça a été effectivement d'avoir accès à, disons, leur solution de drone. Voilà, une armoire technologique déjà. Ils ont innové en plus. Très complète. Ouais. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec effectivement leurs équipes et leur matériel. Ça nous permet aussi, dans des situations assez complexes, quand on est dans des terrains compliqués, en fait, il faut maîtriser ces machines, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une panne de machine quand on est en Afghanistan, au Yémen ou en Libye, où je vais partir là dans quelques jours. Et du coup, il y a un partenariat très fort qui s'est tissé sur le plan vraiment industriel et technique. Et en parallèle, donc c'est l'investissement qu'on a fait, donc c'était en 2015. Cette levée de fonds nous a permis de démontrer aussi au monde l'intérêt et l'usage de ces techniques dans un contexte d'urgence. Et surtout l'importance de construire, disons, une encyclopédie numérique de sites qui aujourd'hui commence à exister, mais malheureusement ne concerne que pas assez de sites aujourd'hui. Et pour Parrot, vous leur servez, vous, un peu comme Microsoft, mais vous, de retour d'expérience? Parce que c'est un segment de marché qui est unique pour eux. Ça leur donne en R&D plein de retours d'expérience, de best practice pour leur développement futur, puisque vous êtes sur le segment de marché, effectivement, de la situation d'urgence accidentée, de gestion, de captation d'images pour les numériser en 3D, en conflit, en fait. On a effectivement beaucoup discuté avec les équipes de développement de Microsoft. Alors Monsieur Sédou, d'Henri Sédou de Parrot. Ouais. Je vais montrer une autre typologie de projet qu'on a fait, alors toujours dans les mêmes contextes. Hein, c'est les relevés urbains. Donc en utilisant les drones, alors Parrot a développé des ailes volantes justement, et c'est là on a eu beaucoup de discussions avec eux pour savoir comment les ailes volantes pourraient permettre dans le futur effectivement d'avoir une nouvelle vision de la ville. Et on a appliqué la première fois, donc c'était à Alep, donc ça c'est le relevé du centre historique d'Alep, juste après les bombardements de la ville. Et donc en quelques heures, en fait, on est capable de faire aujourd'hui un relevé urbain, y compris intérieur-extérieur. Là, on voit les souks d'Alep, en fait. Alors, les souks d'Alep, on les a relevés au sol avec un dispositif un petit peu particulier qui nous permettait de relever en 3D des kilomètres et des kilomètres de souks. Et en aérien, en fait, on a fait toute la ville, donc y compris effectivement les destructions. Et donc, à travers ce relevé aérien, on a pu faire là aussi un peu de l'archéologie urbaine de la destruction, et surtout pour les architectes, en fait, effectivement, d'évaluer les dommages sur les monuments historiques et d'imaginer, en fait, aussi la reconstruction de la ville dans le futur. Hein, voilà. Ça c'est l'état de la ville quand on est arrivé. Hein, donc, en fait, il y avait des destructions vraiment massives et vraiment importantes. Donc, nous, le challenge technique, en fait, c'est de réussir avec quelques petites machines, quelques petits drones en quelques heures, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, en fait, sur ces terrains-là, sur ces terrains de guerre, en quelques heures de faire un relevé total de la ville. Et après, ce relevé va être étudié pendant des semaines et des mois par des architectes, par des restaurateurs. Là, ce relevé a été beaucoup utilisé par une grande fondation qui s'appelle l'Aga Khan Trust for Culture, en fait, avec des architectes, en fait, qui restaurent, en fait, les monuments historiques qui sont menacés. Voilà. Donc vous suivez après toute la chaîne de rénovation, SIA, exactement, de réinvestissement en équipe. Exact. Alors c'est ce qu'on fait actuellement sur donc le projet de Mossoul. Alors bon, je vous passe les détails, mais grosso modo, Mossoul, on avait réussi à survoler la ville du temps que c'était encore la capitale de l'État islamique, en utilisant des drones à longue distance. Hein, ça nous a permis de survoler la ville sans avoir à y aller. Et c'est les dernières images qu'on ait de cette ville avant sa destruction, avant le bombardement de Mossoul.
Là, on y est retourné quelques mois plus tard, après le bombardement. Donc là, c'est les images après le bombardement. On a donc avec l'UNESCO, et là, ça a été donc la volonté, ça a été effectivement de refaire un modèle 3D général de tout le centre-ville. Donc on a plusieurs dizaines de milliers de monuments d'architecture traditionnelle. Et ce qu'il a fallu faire, donc là c'est la mosquée Al-Nouri, c'est la plus grande mosquée du site qui a été détruite, qui a été explosée. Et donc là, alors bon, ça c'est une vidéo, mais là encore, c'est la vidéo du nuage de points, donc il faut imaginer, on fait un travelling sur des kilomètres et des kilomètres en fait. Et ça c'est une vidéo à l'intérieur en fait d'une église. Donc on a les intérieurs et les extérieurs, et toutes ces données nous permettent de recréer en fait le cadastre de la ville, donc maison par maison, et de faire maison par maison une évaluation des destructions. Là donc on peut en calculer effectivement la topographie du terrain, le nombre d'étages, les édifices, etc. On a différentes couches, différents calques d'analyse qui nous permettent finalement de refaire en quelques jours en fait le cadastre d'une ville et l'évaluation des destructions. Donc aujourd'hui, le Mossoul, c'est un gros projet de l'UNESCO qui a appelé ça Revive the Spirit of Mosul. Donc c'est la reconstruction du centre-ville de Mossoul. Et aujourd'hui, on a une équipe d'une dizaine d'architectes, d'ingénieurs qui travaillent sur ces données-là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est revenir justement régulièrement à Mossoul pour pour reprendre des images et pouvoir faire effectivement ce plan d'une ville évolutive en voyant effectivement les différentes restaurations, les reconstructions, parce qu'il y a aussi des mécanismes de prédation, de reconstruction sauvage qui sont difficiles à évaluer, à quantifier. Et du coup, ce travail nous sert aujourd'hui aussi d'un point de vue aussi de politique publique, en fait, de voir effectivement ce qui se passe sur le terrain. Tout n'est pas transparent, mais du coup, ça devient un outil de monitoring général qui va servir aux UN, aux Nations Unies, à l'UNESCO, avoir une vue beaucoup plus précise effectivement de ce qui se passe. En fait, vous êtes un témoin de la déconstruction. Pas au sens économique de la construction, mais de la déconstruction pour des raisons humaines en général, ou naturelles, qui peuvent être liées à des raisons humaines. Et vous participez à une des premières étapes de la construction, parce que c'est la prise de conscience de la modélisation. Est-ce que parfois vous avez une réelle satisfaction quand vous voyez qu'il y a des rénovations qui sont faites, et ça peut être assez grisant de voir qu'en équipe, vous avez participé, et est-ce que les projets vont à leur terme parfois. Parfois, ça peut être des projets de dizaines d'années. Alors aussi. Là, par exemple, on prend l'exemple de Mossoul. Effectivement, donc les restaurations ont commencé. Alors, dans ce cadre-là, les restaurations, c'est d'abord des semaines et des semaines de déblaiement. C'est le principal problème, surtout dans une ville qui a été beaucoup minée, en fait, déblayer effectivement des quartiers entiers, des rues entières, en fait, sont encombrées de débris. Donc ça, c'est la première étape qu'on suit régulièrement, justement, en repassant régulièrement avec le drone. On arrive à voir effectivement les zones qui sont petit à petit déblayées. Et après, effectivement, il y a l'étape de restauration. Alors, il y a des restaurations qui sont plutôt des reconstructions très radicales. On a effectivement des quartiers entiers qui sont rasés et reconstruits un petit peu sans concertation internationale, on va dire. Alors, certains quartiers n'ont pas forcément effectivement de valeur patrimoniale, mais après sur d'autres édifices symboliques comme effectivement des mosquées, des églises ou même une synagogue, parce qu'il y a une synagogue à Mossoul. Là, effectivement, il y a une attention beaucoup plus forte, donc on va faire des relevés beaucoup plus précis et essayer d'aller vraiment sur place assez régulièrement pour voir toutes les étapes. Donc en fait, on crée une nouvelle forme de traçabilité, en fait, à la fois de la destruction, de la disparition des traces, du déblaiement et de la reconstruction. Et toute cette logique, en fait, va converger aussi vers les logiques de BIM qui sont en train de se développer aujourd'hui dans les chantiers de construction, parce qu'on va avoir
une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe réellement sur chantier dans la matière, sur la matière elle-même, et du coup qu'on va pouvoir effectivement superposer à ces bases de données de construction que les architectes, que les ingénieurs et les économistes aussi, justement, construisent pour optimiser en fait la réalisation d'un chantier. Pascal Asselin, vous êtes rencontré sur le chantier de Angkor au Cambodge. Yves Hubelmann et vous-même, outre la passion que vous, comme les autres économistes ou acteurs du BTP, vous pouvez avoir pour le patrimoine, c'est très parlant et très utile dans votre métier. Et comment s'est opérée la rencontre ? Alors, on ne s'est pas rencontrés sur le chantier du... Je travaille au Cambodge depuis un peu plus de 10 ans. Et on ne s'est pas rencontrés sur le chantier du Mébon actuellement, le temple du Mébon. On s'est simplement... j'ai été mis en relation par le ministère des Affaires étrangères en me disant, tiens, Pascal, il y a un gars qui est vachement bien, nanana. Donc, il est passé sur le chantier du Mébon. Et puis, je suis allé le voir à Paris. Et là, j'ai découvert effectivement Yves et puis je dirais, ses outils, sa façon de travailler, sa méthode. Et je trouve que c'était quand même très novateur parce que, si vous voulez, quand un monument est écroulé, il y a des débris. Alors, je sais pas, moi, je n'ai pas assisté à toute la conférence parce que j'avais une petite obligation. Mais on a vu Palmyre, Alep, Mossoul. Donc, il y a des débris qui sont un peu autour du site. Et on fait ce qui s'appelle une anastylose. C'est-à-dire qu'il faut relever pierre par pierre pour savoir remonter le puzzle. Ce qui est un procédé très ancien, historique. C'est un procédé très ancien, historique. Et moi, j'ai commencé effectivement il y a un peu plus de 10 ans sur le Cambodge. Et à l'époque, on travaillait sur un autre temple qui s'appelle le Baphuon. Et c'était un temple montagne qui faisait 100 mètres par 100 sur 60 mètres de haut. Et là, c'était comme un gros sucre qui avait tout fondu. Et donc, toutes les pierres étaient sur, je sais pas, peut-être 4 ou 5 hectares autour du site. Et depuis le début du XXe siècle, on a commencé à faire des anastyloses. Enfin, les premiers Français, Marchal, Grolier, du Marseille. Après, c'était Pascal Royer que j'ai rencontré, l'architecte qui est malheureusement décédé. Et donc, il faisait ça à la main. Donc c'était un travail de titan. Ouais. Et donc grâce au procédé de Yves, il a un système qui effectivement en scan 3D, en numérique 3D. 3D. Alors c'est aussi un peu compliqué parce qu'il faut remettre quand même les pierres pour pouvoir les scanner correctement. Mais pas à pas, on peut se permettre de remonter le modèle numérique tel que fut le temple à l'origine. Et puis voir surtout ce qui manque. Donc c'est un outil pour moi qui est pratique. Parce que, moi c'est tout bête, je suis économiste, mais un économiste c'est quoi ? C'est des quantités multipliées par... Enfin, c'est un produit de quantité multipliée par de la main d'œuvre, on obtient un prix. Donc, ce que je devais faire, c'est savoir un petit peu ce qui restait comme pierre à commander, comme pierre à poser. Donc, ça permettait d'engager, c'est-à-dire les ouvriers cambodgiens, sur le site. Donc, ça me permet d'ajuster complètement le projet. De donner la jauge. Maintenant, c'est l'Apsara qui reprend. L'Apsara, c'est comme un établissement public cambodgien. Ça me permet de leur donner des éléments en leur disant, cette année, il faut 100 ou 200 ouvriers sur le chantier pour arriver à tel stade, quoi. Donc, c'est un outil qui peut s'avérer extrêmement hyper utile efficace. Et surtout hyper efficace, voilà. C'est-à-dire... Et puis, cerise sur le gâteau, alors je ne sais pas si on n'a pas le nom à la conférence, mais les photos sont tellement précises, enfin les relevés sont tellement précises qu'on a la texture, la vraie couleur des parements. Alors ça paraît bête comme ça, mais quand vous faites une estimation, alors ça n'a rien à voir avec le Cambodge, mais quand vous faites une estimation sur un monument, il y a des zones où vous ne pouvez pas accéder. Eh bien, vous pouvez voir si les pierres sont en bon état ou pas, s'il y a ce qu'on appelle de la desquamation saccharoïde, comme le sucre, c'est-à-dire la pierre qui s'effrite. Et donc ça permet quand même d'avoir avec la différente texture, les différentes couleurs, ça permet déjà de se rendre compte de l'état, ou voir si les joints sont creux ou pas, c'est très utile. Donc vous travaillez en équipe projet pour décrypter aussi. On n'a pas eu l'occasion de faire un projet global ensemble, mais c'est déjà une approche. C'est les prémices dans mon métier qui vont m'impacter, mais de collaboration. Très sérieusement. C'est extraordinaire. Alors justement, ça amène la réponse à la question suivante, c'est que parfois vous pouvez être amené à travailler, vous ou d'autres, sur des projets, et là vous vous dites, ah oui, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas la numérisation 3D.
Oui, alors. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, on se demande ah oui, mais comment on faisait avant? Oui, et ce qui est très difficile, on a essayé, on a fait un test là qui malheureusement c'est pas révélé. On essaye de proposer, faire équipe, de proposer ces solutions à des en assemblage, à des maîtres d'ouvrage. Ouais. Malheureusement, tout le monde n'a pas la même acuité que ce qu'on peut découvrir aujourd'hui. C'est un peu dommage. Ça va venir. Je pense que ça va venir. Mais il y en a plein, des maîtres d'ouvrage qui disent bon, ça va encore payer quelqu'un de plus, mais ils n'ont pas compris l'intérêt de la chose. Ah oui. Ben oui. Quand vous travaillez par exemple au regard du peu des enjeux, c'est un tout petit coût. Mais oui, c'est disproportionné même. Quand une collectivité va lancer un projet sur le long terme, moyen terme, on va dire, sur 10 ou 15 ans, en disant ce site-là, on va le mettre en restauration. Mais alors c'est dommage parce que c'est fermé au public. Il y a des zones qu'on ne va pas pouvoir accéder et tout. Mais si en amont, on fait déjà ce travail, eh bien, on fait déjà une pré-muséographie, c'est-à-dire qu'on peut animer aussi visuellement. Les gens peuvent pour le public. Pour le public, voilà. C'est un autre effet d'exploitation. Et donc, c'est double coup gagnant. Bien sûr. Ça sert pour les techniciens et ça sert pour les touristes. Mais ça va forcément se faire. D'habitude, il y a le montant des travaux, il y a le maître d'ouvrage, c'est réglementaire. Mais là, c'est justement, ça permet de faire entrer le public sans qu'il entre, parce qu'il y a les travaux de rénovation. Donc, c'est le sens de l'histoire, ça va se faire. Et je tiens à dire, à souligner, c'est pour des coûts marginaux. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des centaines de milliers d'euros, mais pas du tout. Pour Notre-Dame, est-ce qu'il y a eu une numérisation 3D qui était faite? Il y a eu des gros problèmes de manque de prévention des politiques publiques, on ne va pas se voiler la face quand même. Mais est-ce qu'il y avait un travail de numérisation 3D qui était fait ou qui a pu être reconstitué? Parce que parfois, par de l'archivage, vous nous l'avez montré sur la Syrie. Qu'est-ce qu'il en était pour Notre-Dame de Paris? Il y a eu plusieurs choses. Alors moi, pour la petite histoire, en fait, j'avais visité la forêt quelques mois auparavant parce qu'on prévoyait en fait de tout scanner. À votre initiative ou à l'initiative? À notre initiative. C'est bien et pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème des politiques publiques encore. Voilà. Et en fait, on s'était dit, bon, à l'époque, je me suis dit de toute façon, il n'y a pas d'urgence, quoi. Et je mettais plus d'énergie sur le travail que je faisais en Libye ou en Afghanistan à cette époque. Donc on s'était dit, ça va se faire sans doute courant 2020. Voilà. Mais cela dit, d'autres entreprises avaient fait ce travail, ou universitaires. Donc il y a effectivement des entreprises qui avaient fait des scans laser, plusieurs entreprises qui ont fait des scans laser. Il y a un chercheur américain, Andrew Talon, aussi, qui a fait qui a fait une centaine de stations scan, y compris dans la Charpente, en fait, que j'ai pu voir récemment, qui sont d'assez bonne qualité. Et donc en parallèle, nous, ce qu'on a proposé, c'est de réunir un maximum d'images pour les traiter en photogrammétrie. Parce que les images peuvent, comme on a fait au Temple de Bel, en fait, peuvent après coup servir à recréer en fait l'environnement en 3 dimensions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a pu contacter des gens comme Yann Arthus Bertrand, par exemple, qui avait survolé les toitures de Notre-Dame et qui avait des photos de très très bonne qualité de la flèche, de la toiture, etc. On a contacté des boîtes de production des Racines et des Ailes, par exemple, qui avaient énormément d'images drones de la toiture. Et donc, toutes ces images, on les a mis dans un même algorithme et on a pu reconstruire après coup, sans avoir à aller sur place, en fait, la toiture. Donc, l'idée, maintenant, c'est il faut réussir à combiner toutes ces données qui sont aujourd'hui disparates. Effectivement, on a 4-5 entreprises différentes qui ont des données, chacun de leur côté. On a effectivement cet universitaire américain. Et elles vont servir. Donc, ce travail de numérisation 3D va... Exactement. Il vous est demandé formellement? Il y a un chercheur qui a été mandaté par le ministère de la Culture, Livio Di Luca, en fait, qui est CNRS, ministère de la Culture, qui est un peu spécialiste en fait des numérisations, de la recherche autour de la numérisation, qui a été mandaté justement pour faire en sorte que tout le monde puisse donner ce qu'il avait, quoi, grosso modo, et créer un modèle général de la cathédrale. Il y a des négociations qui sont encore en cours avec des entreprises, etc., pour essayer au moins que tout le monde contribue à ça. Mais voilà. Et maintenant, effectivement, l'urgence, c'est de pouvoir d'avoir effectivement des algorithmes, des serveurs assez puissants pour traiter ces données. Le problème, c'est quand on a des données qui ne sont pas homogènes, il faut plus d'intelligence pour les
disons pour les superposer, pour les agglomérer. On voudrait introduire aussi dedans des données qui sont encore moins conventionnelles. Alors, bon, il y a des images du 19e siècle, par exemple, donc avec des optiques un peu particulières qui sont difficiles à paramétrer. On a des dessins, on a des gravures, on a des aquarelles qui ne sont pas des projections exactes, en fait, qui ont des erreurs géométriques. Donc, il va falloir qu'on corrige ces erreurs géométriques pour pouvoir les projeter de manière précise sur le modèle général. Mais l'idée principale, c'est effectivement de reconstruire un modèle donc dans l'espace et dans le temps qui va pouvoir regrouper plusieurs centaines de milliers de documents qui sont aujourd'hui effectivement des documents très précieux, quoi. Les algorithmes avec l'INRIA ou en interne aussi ou avec des ingénieurs, donc vous avez un actif en termes de savoir-faire et de maîtrise d'algorithmes. C'est un actif technologique qui, par le temps qui court, a une valeur. Oui, c'est un actif technologique. Alors là on a beaucoup travaillé. Enfin, c'est sur 2 points. Premier point, c'est la gestion de la quantité de l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, la photogrammétrie, et c'est très bien, la photogrammétrie se développe dans tous les secteurs, parce qu'elle change vraiment les paramètres. Donc on la retrouve beaucoup à petite échelle, avec une centaine ou quelques milliers d'images. Nous, on la pratique avec des centaines de milliers d'images, et en fait, les stratégies sont complètement différentes. Donc ça demande effectivement de recréer en fait une espèce de pipeline pour pouvoir faire des modèles à très très haute résolution. Donc on a beaucoup travaillé sur ça, la gestion de la quantité, et on a travaillé aussi sur la gestion des documents non conventionnels, on va dire, c'est-à-dire soit des photos anciennes qui ont effectivement des optiques qui sont très particulières, et donc il faut modéliser ces optiques, soit aussi en travaillant sur des documents beaucoup plus anciens, donc dessins, aquarelles. On a beaucoup travaillé à Pompéi d'ailleurs sur cette thématique-là. Sur certains sites à Pompéi, on a les traces de ces monuments uniquement à partir d'aquarelles. On n'a même pas de photographie parce que ça a été fouillé avant 1850. Et donc, dans ces cas-là, l'aquarelle est fondamentale pour reconstituer le site. Par contre, les propriétés géométriques de l'appareil, de l'aquarelle, en fait, elles sont pas exploitables d'un point de vue algorithmique. Donc, en fait, ça demande effectivement beaucoup d'exercices. Alors, voilà, il y a une part d'interprétation. Mais il y a une part aussi de géométrie, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on projette une géométrie fausse sur une géométrie vraie, ce qui va nous permettre de corriger la géométrie fausse, donc j'entends la géométrie de l'aquarelle, et de voir les erreurs de l'aquarelliste, en fait, d'interpréter ces erreurs aussi, parce qu'il y a différentes typologies d'erreurs, hein. Il y a des erreurs de perspective, mais il y a des perspectives qui sont justes, par contre, d'un point de vue qui n'existe pas. Enfin voilà, bon, il y a plein de types d'erreurs, mais ça nous permet du coup de projeter de manière assez précise, aquarelle, sur le modèle lui-même, quoi. Vous avez un écosystème en termes de numérique et de début d'intelligence artificielle. Jusqu'où vous allez... L'intelligence artificielle peut vous aider dans son exploitation. Vous avez parlé de numérisation 3D, c'est le fondement de votre métier, de drones, de capteurs. Quelque part, on sent qu'il y a la notion de capteurs et d'objets connectés, d'algorithmes. Donc, vous exploitez le numérique, puisque c'est le thème du congrès. À quel niveau en êtes-vous et jusqu'où vous pourrez exploiter de l'intelligence artificielle pour votre progression? Alors, ce qui est intéressant, nous, nos stratégies aujourd'hui, c'est d'abord d'aller capturer beaucoup de données, déjà parce que c'est l'urgence, hein, mais aussi parce que ce qui est intéressant, c'est que plus on a de données... Et parce que vous luttez contre le temps, en fait. Voilà, c'est une espèce de course, course permanente. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue technologique pour le futur, c'est que plus on a de données, plus on peut faire des choses vraiment intelligentes avec les machines. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc, je prends un exemple, une ville entière comme Mossoul, où on a des centaines de milliers d'images qui représentent des bâtiments. On peut faire un apprentissage avec les machines pour les apprendre à reconnaître des fenêtres, des portes, une typologie d'architecture, des arches, sur les photos directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où la machine est entraînée, elle peut comptabiliser de manière automatique le nombre de fenêtres, de portes à l'échelle urbaine, par exemple, hein. Et ça va nous permettre d'avoir une métrique très précise en fait, sur les bâtiments. Alors, je dis, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, ça, on ne sait pas vraiment le faire. Par contre, on travaille sur des algorithmes. Donc, c'est un nouveau
c'est encore un autre niveau d'intelligence. On avance dans l'intelligence artificielle, mais qui nous permet effectivement d'avoir une vision toujours plus précise. Et tout. Bientôt, on pourra caractériser aussi des dégradations. Alors, il ne faut pas laisser tout le temps les machines faire tout toutes seules. Il faut qu'il y ait une intelligence humaine derrière qui puisse aussi corriger certains éléments. Il ne faut pas croire que la machine va remplacer l'expertise là-dessus. Mais par contre, la machine, ce qu'elle permet, c'est de faire une expertise sur beaucoup plus de données que ne pourrait faire un expert. Après, derrière, il y a l'expert qui va vérifier certaines choses critiques sur lesquelles la donnée peut se tromper, la machine peut se tromper. Mais ça va. Enfin, nous, on parie sur le fait que ça va complètement accélérer. Ça ne va pas remplacer, mais ça va accélérer l'expertise humaine dans le futur. Votre expertise, ces investissements en R&D, ce temps de conviction, de cycle de transformation des clients que vous connaissez bien, Pascal, que ce soit les États, les pouvoirs publics, les collectivités, puisque vous ne voulez pas aller vers le B2B, vers les entreprises, et quelque part, c'est tout à votre honneur. Vous voulez rester passionné par ce que vous faites. Ça nécessite, et en plus, heureusement ou malheureusement, vous êtes un terrain d'expérimentation à l'échelle planétaire, parce que c'est la planète qui brûle, même. Oui. Ça veut dire qu'il y a une course au temps, tous ces paramètres composites, on pourrait faire un petit algorithme, ça nécessite de l'argent, des moyens, et parfois, vous le disiez, un temps de réaction, de conviction, d'évangélisation qui est long, alors que la maison brûle. Donc ça nécessite des moyens. Vous cherchez à financer votre activité ou... Alors, on s'aperçoit déjà que depuis quelques temps, depuis quelques années, on est de plus en plus intégré vraiment dans un écosystème avec des partenaires professionnels, etc., en tout cas dans le champ du patrimoine. Donc, à l'étranger, mais aussi en France. On commence à travailler en France, notamment, je pense à les techniques qu'on utilise, par exemple, elles sont très utiles pour le ravalement. Plutôt que de poser un échafaudage pour faire un diagnostic, en fait, on s'aperçoit que scanner une façade, ça permet de voir les choses de manière beaucoup plus précise et de mieux dimensionner l'échafaudage, par exemple. Donc, en fait, il y a des problématiques très pratiques auxquelles on arrive à répondre et qui font sens pour nous, parce que c'est de la conservation de monuments historiques, etc., et sur lequel nous, on s'engage. Donc, on s'intègre de plus en plus. Alors, ça prend du temps, c'est vrai, parce qu'effectivement... à la fois les pouvoirs publics, les professionnels mettent du temps parce qu'il faut faire des tests, il faut voir si ça marche, il faut réaméliorer peut-être aussi notre proposition pour l'adapter un petit peu mieux à la réalité du marché. Mais de plus en plus, on voit qu'on répond et qu'on répond positivement à une attente qui est là. Donc ça, c'est un signe qui est vraiment positif. En parallèle, effectivement, on cherche à financer, disons, une activité. Alors là, j'ai montré juste une image qui montre une autre version un autre secteur de notre travail qui est la muséographie. C'est à partir de ces images-là. Et Pascal, tu t'en as parlé un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut recréer des visites virtuelles immersives dans des bâtiments qu'on ne peut plus voir. Alors là, on a présenté à Paris récemment à l'Institut du monde arabe en fait des sites qui ne sont plus accessibles parce qu'ils sont en Syrie, en Irak, en Libye. Donc on les présente numériquement, mais dans le cas d'un monument en restauration, effectivement, ça peut être le cas. Et donc on cherche en parallèle effectivement des investisseurs pour augmenter, disons, notre collection numérique de grands sites mondiaux et pour créer une collection, un catalogue en fait d'expositions numériques itinérantes. Parce que vous avez une fonction de témoignage, mais de faire, vous faites, vous protégez, mais vous êtes aussi éditeur quelque part. Voilà, exactement. On devient. C'est une démarche d'éditeur. Voilà, exactement. Donc en fait, là, on est en train de créer donc deux activités parallèles, une activité plus professionnelle, effectivement, sur effectivement, la question de la restauration. Vous réalisez en lien avec les architectes, en lien avec les archéologues, en lien avec les différents métiers du chantier. Et en parallèle, plus effectivement, une activité de producteur de contenu. Voilà. Et aujourd'hui, on a plusieurs expositions actuellement qui se promènent dans le monde. Il y en a une à Jeddah, il y en a une qui va ouvrir bientôt à New Delhi. Il y en avait une à Toronto il n'y a pas très longtemps et celle de l'Institut du monde arabe qui s'est terminée en février dernier. Donc ça prend une part de plus en plus importante aussi dans notre business model et ça nous permet de continuer à financer, disons, des
des numérisations qui n'auraient pas été financées autrement. Et d'un point de vue business, c'est très vertueux parce que quand il y a de nouveaux business models qui s'accouplent, qui se rajoutent à ceux qui existent, c'est un signe de bonne santé d'un marché qui n'était pas forcément prévisible dès le départ. Exactement. C'est dans un second temps qu'on s'est orienté, qu'on a orienté une partie de l'entreprise sur ce secteur-là. Génial. Est-ce que vous avez des réactions, des commentaires? N'hésitez surtout pas, parce que c'est un témoignage passionnant. Oui, merci. J'ai loupé un petit peu le début de la présentation, mais j'ai cru comprendre, et je voulais me faire confirmer, que vous avez développé une technique de relevé de l'existant, qui est la photogrammétrie, pardon, c'est-à-dire que vous arrivez réellement à constituer un avatar du bâtiment existant à partir de traitements de photos. Exactement. Et est-ce que cet avatar peut être utilisé pour constituer une maquette numérique en vue des études de conception et de l'exécution d'une restauration ou d'une restructuration d'un bâtiment, c'est-à-dire de manière générale? Est-ce qu'on est sur un nouveau... Vous disiez que c'était concurrent du scan de la méthode de scan 3D, de la création de nuages de points. Voilà. Concurrent, effectivement, c'est deux technologies qui sont différentes, mais qui vont donner un résultat qui est comparable, effectivement, le nuage de points. Et donc, les modèles numériques qu'on crée sont utilisés par des architectes, effectivement, pour faire des études, faire des projets, faire des... voilà, on peut mettre ce type de données directement sur AutoCAD ou sur Revit, en fait, pour faire un vrai projet d'architecture, quoi. Ça s'intègre dans une maquette numérique. Donc. Et c'est une méthode de relevé qui est plus rapide et plus précise? Alors, aujourd'hui, on observe qu'elle est en général, plus rapide et moins coûteuse que le scanner laser. On arrive effectivement sur un... alors, c'est un type de modèle 3D qui est un peu différent parce que donc, il y a une qualité colorimétrique qui est bien meilleure, comme c'est composé d'images, et donc ça permet d'avoir une lisibilité effectivement des surfaces qui est nettement améliorée par rapport à du scanner laser, par exemple. Oui, mais pour basculer dans Revit ou une autre application, il faut que ce nuage de points, c'est ça? Oui, c'est un nuage de points. Corresponde avec la nomenclature objet qui est constituée. Exactement. Voilà, avec selon qu'on est LOD 100 ou 200 au départ. Exactement. Ça, et ça fonctionne. Et ça fonctionne à partir de ce nuage de points. En fait, on va créer un mesh. Donc un mesh qui est un objet qui est lui reconnu beaucoup plus facilement effectivement sur Revit ou sur AutoCAD. On peut reconnaître aussi automatiquement des plans. Voilà, si on est dans l'architecture plus moderne, par exemple, effectivement, un plan de mur, on peut le reconnaître et du coup l'identifier. Après, on peut faire effectivement pas mal de choses avec ces géométries-là, quoi. Autrement dit, plutôt que de passer par un géomètre qui vient avec son scanner pour avoir un relevé 3D toujours incomplet, on peut envisager la photogrammétrie. Oui, bien sûr. D'ailleurs, des géomètres s'y mettent. Comme je vous dis, le principe technique, lui, commence à être utilisé de plus en plus. Alors, à plus petite échelle que nous, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens n'utilisent pas vraiment la photogrammétrie pour reconstruire des villes entières, mais par exemple, pour un morceau de bâtiment, effectivement, on a de plus en plus de géomètres. On peut, qui utilisent ça, et on peut aussi combiner maintenant donc, le scan laser avec la photogrammétrie sur les mêmes modèles. L'intérêt, c'est qu'un scan laser va être peut-être plus rapide pour... En fait, la photogrammétrie, ça marche très bien sur les monuments historiques parce qu'on a besoin de textures précises dans l'image pour reconstituer le nuage de points. Alors que sur de l'architecture contemporaine, c'est-à-dire sur un mur tout blanc, la photogrammétrie va moins bien marcher parce que l'ordinateur ne va pas trouver d'accroche dans l'image, d'accroche visuelle dans l'image. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut aussi, certains combinent le scanner laser qui va pouvoir relever de l'architecture contemporaine avec la photogrammétrie qui va permettre de prendre tous les détails soit de murs en appareil en moellon, ou voilà, soit de sculptures, de décors, enfin tous ces éléments-là, quoi. Merci.
Juste Bonjour. après, ouais. Bon, tout d'abord, donc, je suis Thierry Lamort, je suis architecte et je tenais à te féliciter pour ton travail et le côté innovateur. Ça fait toujours plaisir de voir un confrère qui innove. Voilà, donc je représente l'UNSFA. Alors, je voudrais continuer dans cette discussion parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Quand on fait de la photogrammétrie, il y a de l'image et un nuage de points 3D superposés. Voilà. Alors en fait, l'image c'est la donnée source en fait qu'on rentre dans un algorithme et en sortie de l'algorithme on va avoir un nuage de points. Un nuage de points avec, on peut avoir aussi l'emplacement des différentes caméras qui correspondent à chaque image qu'on a utilisée pour ce nuage de points. Mais le résultat final qu'on va exploiter nous, les vidéos montrent en fait qu'on peut zoomer et dézoomer en fait dans le nuage de points de manière infini quasiment quoi. Et donc enfin, finalement, on obtient le même résultat qu'un résultat de scanner laser, à la différence, enfin bon, j'ai expliqué les différences de texture, mais il y a aussi une autre différence, c'est que grâce à la photo, on peut s'approcher très près d'un objet, donc prendre des détails en dessous du millimètre. On peut mettre l'appareil photo sur un drone et prendre plusieurs kilomètres carrés. Et donc, ça permet de gérer la multi-échelle, ce qui est assez intéressant parce qu'on peut, dans un même modèle, avoir à la fois une ville entière et le détail d'une sculpture d'une église, par exemple. Ça, avec des techniques de laser, c'est difficile. Donc, en fait, on a une espèce de souplesse dans l'acquisition qui permet effectivement d'avoir la lecture dont on a besoin et le détail, là on a besoin de l'avoir. Bonjour, Laurent Chicharo, je viens de Corse et je suis venu principalement pour écouter votre intervention. En fait, je prends la parole parce que c'est mon activité, je fais du relevé scan et on est deux sociétés et je travaille en partenariat avec un ami qui lui fait de la photogrammétrie. Donc aujourd'hui, on travaille avec les architectes. Il faut avouer qu'au début, ils ont été un petit peu frileux, mais quand ils nous voient arriver et quand on leur réalise, donc on couple les deux technologies. Moi, je relève l'intérieur avec le scan et à l'extérieur, photogrammétrie. Donc, ça veut dire que derrière, on leur sort un fichier avec la maquette du terrain. On a une canne GPS. Le terrain est géoréférencé. Ouais. On leur sort toutes les altimétries et l'orthophoto. Derrière, on peut intégrer avec les calques sur AutoCAD, donc pour répondre à la question, les différents réseaux, les limites de parcelles. Donc en fait, c'est vraiment en fonction. Sur le relevé, on travaille également donc, pour l'archéologie. On a fait quelques essais avec l'université de Corté, donc avec Jean Ségouran qui est professeur d'archéologie, qui est un ami. Et justement, on a fait des tests là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur les applications techniques, vous parliez des façades. On a par exemple eu des applications sur des éboulements de route ou en termes d'économie de la construction, sur le chiffrage. On a envoyé le drone, on a sorti les volumes à extraire et sur des parcelles qui étaient très difficiles d'accès. Et au derrière, ça a été possible de chiffrer. Donc les carrières également, où en scannant la carrière, on peut sortir sur une année les volumes extraits, les volumes en stock. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant aussi. Ensuite, il y a d'autres applications au niveau, pareil, pour l'agriculture. Donc, comme on a tous les niveaux, tout ça, ça peut être vraiment intéressant sur les implantations de domaines agricoles également. Donc, c'est vrai que ça se développe et les archis sont vraiment très contents de nous voir arriver. Au début, ils étaient un petit peu frileux. Et pour en revenir au relevé de l'intérieur, aujourd'hui, c'est ce que je vous montrais hier, on a la possibilité de réaliser également la visite virtuelle. En même temps que le nuage de points, on fournit la visite virtuelle de l'intérieur du bâtiment qui a été relevé. Ça veut dire que l'architecte, quand il redessine éventuellement pour une rénovation, une réhabilitation, il peut se promener dans la visite virtuelle pour aller vraiment vérifier un point technique sur la construction qui peut lui permettre d'éviter de se déplacer. Et donc, vous parliez de l'évolution du chantier, c'est pareil, à ce niveau-là, on propose de scanner à différentes phases du chantier, ce qui permet également d'un simple clic de partager. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de la photogrammétrie, là, par exemple, on a un projet sur Calvi où on photographie une zone de plusieurs hectares.
où on va leur fournir le fichier pour éventuellement le projet, l'implantation du nouveau port. Donc après, qui permet de sortir le nuage de points et derrière aux architectes de travailler dessus avec toutes les altimétries, tout ça. Donc après, pour en revenir au géomètre, c'est vrai que bon, ça. Il va falloir qu'ils s'adaptent, quoi. Forcément, comme je il va disais, falloir qu'ils y viennent. Les géomètres commencent à s'y mettre aussi. Hein. Enfin, en fait, c'est une avancée. Il y a eu l'arrivée effectivement du scanner laser dans les années 2000, ou un peu avant, dans les années même 90. Maintenant, il y a effectivement l'arrivée de la photogrammétrie. Et effectivement, aujourd'hui, les géomètres experts, petit à petit, rentrent. Mais plus qu'un changement technique, c'est aussi des changements de pratique en fait qui vont venir dans les années qui viennent. Et c'est ça qui met plus longtemps finalement à venir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut imaginer on a déjà en fait des modèles qui peuvent être partagés par différents corps de métier et qui peuvent être effectivement tout le temps accessibles, qui peuvent être effectivement sur un serveur, et nous en fait, on s'est aperçu, sur des projets d'assez grande ampleur, d'assez grande échelle en fait, notamment sur le projet Mossoul, ça change complètement les pratiques, complètement. Les aménageurs, les architectes, les différents métiers de la restauration, en fait, se centralisent effectivement sur le même outil. Et le même outil, quand on parle de Mossoul où on a des centaines de chantiers qui sont en parallèle, en fait, le fait d'avoir un document général unifié, ça change aussi complètement l'organisation générale d'une reconstruction, d'une restauration à l'échelle urbaine. Et ce qui est intéressant, c'est que donc à plus petite échelle, effectivement, ça commence à venir de plus en plus, mais on voit à grande échelle que ça change radicalement les pratiques. Enfin, ça va changer radicalement les pratiques. Sur certains projets pilotes, on l'observe, et vraisemblablement, effectivement, ça va se généraliser dans l'avenir. Une dernière question. Oui, merci. Avant tout, j'ai assisté aux 2 conférences d'hier et celle d'aujourd'hui, et je vous remercie pour la qualité de ces conférences. C'est un vrai bonheur. Je suis même venu au congrès de l'Intech pour les conférences et je ne regrette pas. Merci. J'ai 2 questions pour vous. Ce fameux éditeur de logiciels américain qui détient 80% du marché, Autodesk, vous en avez parlé tout à l'heure, propose dans une de ses collections une solution logicielle. Recap, c'est ça? Recap, qui est issue d'une techno INRIA également. C'était une une techno à Ponts et Chaussées, je crois que c'est Acute 3D en fait, le moteur de... Recap a été développé par les équipes de Realvise qui travaillaient chez INRIA à Sophia Antipolis. Et oui, Jean-Philippe Ponce, c'est le concepteur de l'algorithme en fait, Jean-Philippe Ponce. Je n'étais pas à ce niveau de relation avec les équipes de Realvise, j'étais un petit peu en dessous. Mais c'est pas la même équipe de l'INRIA avec qui on travaille en fait. J'entends mais bien. La France justement était vraiment la pointe de ces algorithmes-là. Absolument. C'était juste pour contextualiser ma première question. Je voulais savoir en quoi votre technologie diffère de celle qui est proposée par Autodesk, puisque par Autodesk on peut aussi poster ses photos, on prend les photos de l'objet avec l'avantage de la photogrammétrie, comme vous l'avez expliqué, c'est le multi-échelle. On peut prendre une photo de loin, on peut zoomer, donc avoir des différentes résolutions du maillage final. Donc en quoi votre technologie est différente de celle d'Autodesk? Première question. Et la seconde question, c'est lié aussi un petit peu au coût de cette technologie et de ces opérations. Le nuage de points, c'est très bien, c'est très très bien, mais quand on veut en faire une base de données référentielle pour de la rénovation dans le bâtiment, un peu le tout venant, il faut un modèle BIM. Et là, ça passe par de la modélisation, et aujourd'hui, ça passe par de la modélisation humaine. Donc c'est un facteur temps qui est extrêmement important. Pratiquement le scan, la prise de vue photographique, le calcul, le maillage, c'est du temps machine, donc c'est scalable. Plus on met de serveurs, plus ça va pédaler vite. Par contre, modéliser, ça devient long et complexe. Vous avez abordé un petit peu ce sujet tout à l'heure, mais j'aimerais... Là, je pense qu'on parle de reconnaissance de forme. C'est là où l'intelligence artificielle va jouer son rôle. Et je voulais savoir à quel stade vous en êtes dans cette partie reconnaissance de forme, de manière à pouvoir livrer aux équipes de maîtrise d'œuvre un référentiel
déjà modélisé peut-être à 70-80%, quoi. Alors, pour la première question, l'algorithme d'Autodesk, il est très très bien. Hein. On connaît très bien l'équipe de développement simplement, c'est pas tout à fait le même positionnement. C'est-à-dire, grosso modo, pour donner une image, eux, ils proposent une solution industrielle qui marche à peu près bien pour tout. Et nous, on va être les artisans qu'allons faire effectivement pour quelque chose de très précieux, de très joli, c'est un truc un peu plus sur mesure, quoi, grosso modo. Pourquoi ? Parce que nous, on intègre tout, c'est-à-dire la prise de vue pour nous, la stratégie de prise de vue, elle est extrêmement importante. Et elle est très liée à l'algorithme qu'on utilise. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu détacher les deux. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui suivent le chantier et qui vont traiter les données ensuite et qui vont discuter avec les équipes de codeurs pour changer tel truc ou tel truc pour avoir effectivement un... Et c'est pour ça que nos résultats, par exemple, on peut les exploiter dans des expositions grand public parce qu'on reconstitue des environnements de manière extrêmement photoréaliste, quoi. Donc c'est juste un peu une différence Autodesk, effectivement, c'est un gros éditeur de logiciels. Nous, on va s'attaquer plutôt et c'est pour ça qu'on se positionne aussi sur le patrimoine, sur effectivement les choses les plus précieuses, hein, parce qu'effectivement, on a ce savoir-faire. Est-ce qu'il y a une différence aussi sur la quantité de données que vous êtes capable de traiter ? Oui, vous êtes plus dans le big data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une différence d'échelle peut-être de traitement de l'information. Alors, justement, j'étais avec quelqu'un d'Autodesk hier, on en parlait. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est difficile de traiter des millions d'images pour une simple raison que uploader les images, ouvrir 200 machines, ça coûte un prix complètement dingue, et récupérer ces images, c'est compliqué. Donc en fait, aujourd'hui, moi je ne connais pas de projet, y compris dans le cloud à Autodesk, qui utilise autant d'images que nous. Hein. Travailler avec beaucoup d'images, ça demande des stratégies très spécifiques. Et c'est vraiment là-dessus nous qu'on travaille. Et pour l'instant, dans les résultats, moi j'ai vu passer, y compris chez Autodesk, j'ai pas vu de choses à notre échelle. Mais par contre, ils sont très intéressés. Et nous, on va discuter avec les équipes R&D aussi d'Autodesk là-dessus, effectivement, pour voir. Mais eux n'ont pas la même philosophie. Eux, ils veulent créer un outil qui soit utilisable par un maximum de personnes, donc un outil plutôt simple, qui répond à 90% des demandes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les 10% qui sont complexes. Hein. Y compris, effectivement, gérer le chantier évolutif, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour la première question. La seconde question, alors effectivement, l'identification des géométries, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est avoir un nuage de points. Ça permet d'accélérer au moins par 2 le temps de remodélisation, même si la remodélisation est manuelle. Parce que tout simplement, on a toute la géométrie devant nous. Donc déjà, ça, c'est un gain. Hein. Après, nous, on a utilisé pour Mosul en fait, des algorithmes automatiques effectivement, pour recréer le parcellaire. Le problème de ces algorithmes automatiques, donc ça marche plutôt bien. Par contre, il y a quand même un pourcentage d'erreurs. Donc en fait, derrière, il faut passer forcément. Donc voilà, on est dans une situation un peu intermédiaire où aujourd'hui, on facilite le travail manuel tel qu'il était fait avant. On a une solution automatique, mais qui demande quand même un passage manuel. Donc on n'a pas vraiment une solution complètement parfaite, quoi. Hein. Mais par contre, effectivement, dans les deux cas, ça accélère quand même le temps de... Est-ce qu'à l'issue de cette reconstruction automatique, vous avez un indice de confiance ? Est-ce que l'intelligence artificielle donne un indice de confiance sur la qualité présupposée de la modélisation, ce qui vous aiderait, nous humains, à aller directement sur les points sensibles ? Est-ce qu'on en est là ? Là, j'ai pas d'indice précis. Par exemple, sur Mosul, je sais que on avait peut-être 5% de traits, enfin de vecteurs qui n'étaient pas forcément là où il fallait qu'ils soient, quoi, grosso modo. Donc c'est pas grand-chose, mais ça demande quand même de tout vérifier. Hein. Après, dans un autre projet, ça peut être complètement différent. Par contre, moi, je crois une chose, c'est qu'effectivement, avec notamment le deep learning, en fait,
on va pouvoir corriger ces erreurs automatiquement et réduire à quasiment 0%. Enfin, mais ça demande d'avoir beaucoup de données, ça demande de l'apprentissage des machines. L'apprentissage des machines, c'est long et coûteux parce qu'il faut rentrer des données qui soient paramétrées dans la machine. Donc, bon, nous, pour l'instant, on n'y est pas et nous, on va pas, pour l'instant, disons qu'on s'intéresse plus à l'acquisition de données brutes sur le terrain et disons, la compréhension de ces données plus que effectivement le BIM, et je pense que Autodesk le fera très bien à notre place. On leur laisse en tout cas le champ libre, il n'y a pas de problème. Merci de votre présence pour ces conférences et bonne fin de journée pour cette dernière journée du congrès. Merci. Je peux faire une petite conclusion. Pardon. Cyril, alors je vous remercie monsieur là, pour le petit mot que vous avez dit en amont. C'est ce qu'on a voulu offrir à nos membres et aux visiteurs qui viennent sur ce congrès, à savoir des conférences de qualité. Donc merci pour cette remarque. Mais je voulais vous dire aussi que si ces conférences sont d'une certaine qualité, c'est que la coproduction est faite par Cyril Bélanger. Et l'animation, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en amont, je peux dire qu'il y a un vrai travail, une introspection, une recherche et des échanges avec les différents interlocuteurs que vous avez pu voir pendant 2 jours. Et donc, je vous remercie à vous toutes et tous qui êtes venus. Voilà, et je vous dis à l'année prochaine à Angers.